votre soirée. Merci de bien vouloir couper vos téléphones portables. Merci infiniment. Bonsoir, soyez les bienvenus ici, salle Gaveau, dans cette salle mythique. Merci beaucoup, merci à tous de venir nous rejoindre pour cette soirée spéciale, ce baptême de promotion 2012. Je suis ravi de vous retrouver, ravi aussi de retrouver des visages connus parmi les professeurs, parmi les experts de l'école. Nous allons passer un bon moment, il y aura plusieurs personnalités, plusieurs débats. Nous allons évoquer bien sûr les 40 ans de l'ESPI, mais aussi les perspectives. Nous aurons droit également à un éclairage particulier sur le contexte économique d'aujourd'hui si particulier, et puis bien sûr quelques surprises, et notamment la remise des diplômes que vous attendez tous et toutes. Sans plus attendre, je vous propose d'accueillir votre président de l'ESPI, M. Christian Louis Victor. Bienvenue, président. Président, bienvenue. Prenez place. Tout simplement pour débuter, dans quel état d'esprit vous abordez cette soirée? Un excellent état d'esprit. Vous voyez les sourires sur les visages de nos amis. D'ailleurs, ce ne sont pas forcément à l'unisson les sourires sur les visages des Français. Pardon. Mais donc, pourquoi? Parce que nous sommes dans une école qui se porte bien, par rapport à une stratégie qui est partagée par le conseil d'administration, par le bureau de l'école, par toutes les composantes du bureau de l'école, que j'essaye d'animer le moins mal possible, et aussi par un parcours de l'excellence dont on parlera effectivement peut-être au cours de cette soirée. Donc, dans un environnement qui s'épaissit un peu, un rayon de soleil qui perce les nuages d'une économie un peu atone. Et c'est un rendez-vous très particulier ce soir. On n'a pas tous les soirs 40 ans. On n'a pas tous les jours 20 ans, on n'a pas tous les soirs 40 ans, mais c'est effectivement... nous ne sommes pas nostalgiques de ces 40 ans, mais c'est vraiment 40 ans d'acquis. 40 ans qui correspond à un socle d'expérience, de culture, de réussite, par des hommes qui se sont succédés, qui ont été à l'initiative, bien sûr, de la création de l'école, on en parlera, qui était le citadinaire il y a 40 ans maintenant, et ensuite des hommes qui se sont succédés, tout ça toujours, ce qui n'est pas toujours évident en France, hein, toujours dans une continuité que d'aucuns dira qu'elle est républicaine, on va laisser la République de côté pour le moment, mais qu'elle était là, professionnelle, avec une vision partagée par des hommes d'expérience, et je crois que c'est ça la réussite, effectivement, dans le parcours d'excellence de l'ESPI et de ses 40 ans. Alors, des détails sur l'excellence, parce que l'excellence incarne des valeurs très particulières, de l'exigence. Alors, l'excellence politique, il y a un éminent ce soir, je fais attention à ce que je dis, ça devrait être une formule politique, évidemment, un parcours de l'excellence, une politique d'excellence, etc. Mais après, dans le contenu, ça sent un peu le vide. Bon. Là, ce n'est pas le cas. Nous avions cherché à baliser ce parcours de l'excellence par des étapes, des rendez-vous d'étapes, qui ont été souvent la certification des diplômes qui étaient attribués délivrés par l'ESPI. À commencer par la reconnaissance des diplômes de licence, et puis aussi, bien sûr, par la manière dont l'environnement, notamment le ministère du Travail, ou ce qu'on appelle les classements SMPG, avait un regard sur la qualité des diplômes délivrés par l'ESPI, et donc l'ensemble du corps professoral et de son corps pédagogique. Une fois de plus, en 2012, l'ESPI a été reconnu comme le premier cycle gestionnaire d'affaires immobilières, reconnu en première place au classement national des meilleures licences, bachelor et grandes écoles. Là, c'est une reconnaissance par l'environnement, pas uniquement que professionnel, par l'environnement globalement, parce que ceux qui sont les employeurs, les acteurs de l'économie, de la qualité du diplôme en licence de l'ESPI.
Et puis c'est la même chose au niveau du master. Alors, le directeur m'a dit, faites très attention à ce que vous allez dire, parce qu'il y a une décision qui a été prise par les pouvoirs publics, mais on ne peut pas encore l'annoncer, puisque ce n'est pas encore paru tout à fait officiellement, c'est en impression. Voilà. Et ça va dans le sens de la reconnaissance de deux de nos masters dans les heures qui viennent. Malheureusement, cette soirée où j'aurais voulu pouvoir annoncer cette reconnaissance de ces deux diplômes n'est pas à l'heure du jour, n'est pas à l'heure. C'est une question d'heure et une question de correction. Certains annoncent quelquefois des résultats un peu trop vite, même s'ils sont confirmés avec le temps, avec les heures aussi. Moi, je préfère respecter une certaine tradition, entre parenthèses, là aussi républicaine, de dire les choses parce qu'elles sont acquises. Donc le suspense reste entier. En tout cas, vous êtes l'un des meilleurs établissements, sinon le meilleur, hein, on peut le dire. Tout à fait. Alors en matière d'effectifs, des effectifs qui n'ont cessé d'augmenter, vous êtes à combien aujourd'hui? Les effectifs aussi, c'était un objectif que nous étions fixés avec le Bureau national et le Conseil d'administration, d'être au moins 750 élèves pour cette année 2012. Nous sommes à 750 élèves, hors le Maroc, Casablanca, une centaine d'élèves aujourd'hui, je crois 85, disait le directeur Xavier Boulet, entre 95 et 100 prochainement, parce qu'ils sont en cours, il y a encore d'inscription et de rentrée. Donc, j'ai un très bon potentiel, 850 élèves avec Casablanca. Et puis, nous avons aussi deux établissements, je dirais deux franchises, qui sont au Cameroun et en Côte d'Ivoire, et avec deux anciens élèves de l'ESPI. Et là, avec chacun une trentaine d'élèves, c'est pas encore tout à fait significatif, mais c'est surtout la tradition d'une ambition de sortir des frontières et d'être capable, dans des environnements qui ont été francisés, entre guillemets, qui maintenant ont trouvé leur indépendance, d'avoir cette continuité de la transmission qualitative d'un enseignement français et là d'un enseignement professionnel français. Qu'en est-il des enseignants, de vos professeurs, avec, je crois, ce soir un hommage particulier pour l'un d'entre eux? Tout à fait. La qualité du corps professoral, il est tout à fait exemplaire, il est en continu. Je crois que c'est ce qui fait, notre ami le Sidalaire le dira, peut-être aussi le témoignage du directeur de l'école aujourd'hui, la qualité est continue. Et la particularité, c'est que ce sont une école qui a été créée par des professionnels, pour des professionnels, et je dirais pour bonifier et qualifier une profession qui n'a pas forcément toujours eu une très bonne image. On sait aujourd'hui l'immobilier est un des vecteurs forts de l'économie, en pourcentage de PIB, ça représente un pourcentage tout à fait significatif, avec bien sûr aussi, on le sait, des dérives qui peuvent apparaître, parce que l'immobilier a aussi nourri des bulles, que ce soit en Grande-Bretagne, 90-95, voire les États-Unis, etc., mais qui nécessite justement une très grande maîtrise, un très grand professionnalisme. Et donc le fait d'avoir des professeurs, tous diplômés de l'enseignement supérieur, tous en activité, où il n'y a pas cette dichotomie qu'on peut avoir avec des enseignants aujourd'hui, par exemple dans le monde universitaire, qui sont très bons chercheurs, très bons, mais qui n'ont pas le pied dans la glaive, si vous voulez, de la réalité quotidienne de l'économie, c'est ce qui fait la force, je crois, de cette école. Un hommage particulier, on disait, à l'un d'entre eux? Tout à fait. Les effectifs ont grossi, globalement. Malheureusement, nous avons perdu Bernard Trébos, qui était pendant longtemps un excellent professeur de l'école. Une école, ça se construit avec des résultats, des élèves des effectifs qui progressent, mais ça se construit aussi parce que les hommes savent parfois construire une âme. Et c'est effectivement un de ceux qui ont su, avec certains dirigeants qui se sont succédés, construire l'âme de l'esprit. Et à ce titre-là, je voudrais qu'on ait une pensée pour lui en particulier et pour sa famille. Voilà, hommage à M. Trébosque. Alors je voudrais revenir maintenant à la formation continue, parce que là aussi, c'est un des piliers de l'école. Effectivement, il y a la formation après-bac pour former les jeunes qui vont rentrer dans la vie active, qui vont devenir des acteurs de la vie active, des responsables, mais il y a aussi ceux qui sont dans l'entreprise. Et on le sait, dans un pays comme le nôtre, les parlementaires sont souvent brillants, le harcèlement textuel en France est aussi une des composantes majeures de la politique de notre pays. Et donc, les réglementations se sédimentent de plus en plus. Et là, effectivement, nous avons
je dirais, toute une difficulté à savoir actualiser effectivement ces métiers qui s'enrichissent de plus en plus de compétences. Je crois qu'à ce niveau, l'esprit. Un dernier mot peut-être sur le programme de ce soir, avec bien sûr la traditionnelle remise des diplômes. C'est un symbole important. C'est un symbole important, c'est un rendez-vous, un carrefour. Nous avons souhaité avec le bureau national le bureau de l'ESPI, qui est un rendez-vous un peu fixe, à une période aussi fixe de l'année, et dans un lieu comme celui-ci, un lieu prestigieux parce qu'on y distille de la musique classique de grande qualité, mais aussi, bien sûr, je dirais, un lieu où on se sent un peu aussi chez nous, progressivement tous les ans, un peu chez nous. Un millier de personnes, 943 ce soir, un millier ont répondu présent, ils arriveront au cours de la soirée. Donc, un rendez-vous je souhaiterais qu'il devienne un peu incontournable de l'ESPI. C'était le cas un peu par le passé, avec cette tradition de la remise des prix aux majors des promotions, aux diplômés des promotions. Nous avons souhaité avec le bureau faire une fête plus globale et ne pas faire apparaître uniquement que les majors, mais l'ensemble du corps des acteurs de l'école, que sont bien entendu les élèves. Eh bien, nous verrons tout cela dans la deuxième partie de cette soirée. Président, encore un mot? Encore un mot, en matière de reconnaissance, il y a aussi, je dirais, la reconnaissance économique par nos pairs, c'est-à-dire ceux qui sont, je dirais, à la barre de l'économie, via la taxe d'apprentissage, qui est un des piliers de l'aliment économique de l'école. Cette année, malgré une conjoncture très défavorable, et je dirais une décotisation globale en France de la taxe d'apprentissage, nous sommes au même niveau que l'année dernière, où nous étions en progression de 5%. Donc vous voyez une reconnaissance économique par les pairs, par les acteurs de l'économie de l'immobilier, de la valeur de l'école. Eh bien, merci infiniment, Président. On vous retrouvera tout à l'heure pour participer à la débat. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant notre première table ronde. Son titre, l'ESPI 40 ans de succès. Et pour débattre, je vous demande d'accueillir Étienne Le Sidaner, qui est créateur de l'ESPI, président du groupe Kier Industrie, Philippe Loiselet, directeur général de Loiselet d'Aigremont, vice-président de l'ESPI, ancien professeur, Jérôme Gaucher, copropriété, président de l'association des anciens élèves, lui-même a été élève en 78-79, Yvan Paternaski, qui est responsable scientifique de l'ESPI, ancien élève en 88 et 90, et puis Xavier Poulet, directeur actuel de l'ESPI, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Prenez place, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Prenez place. Les micros sont à votre disposition. Alors j'ai le sentiment, en vous présentant comme cela, que vous avez tous une grande fidélité en quelque sorte à l'ESPI. L'ESPI vous a marqué. L'ESPI marque les élèves et aussi les créateurs. Un mot peut-être sur cette fidélité, un tour de table rapide. On va commencer par vous, M. Paternaski, M. Poulet, peut-être, pourquoi pas? Allez-y. Bonsoir à tous et à tous. Moi, je suis assez ému parce que j'ai coutume de le dire aux étudiants, il y a environ 25 ans d'arrière, j'étais à leur place. Et aujourd'hui, si je peux témoigner de l'évolution de l'école, sa réussite, j'en ai moi-même profité et j'en suis vraiment très heureux. Parce que j'ai eu un enseignement de qualité, tout simplement, et il n'a eu de cesse d'évoluer depuis, on en reparlera. Un autre mot peut-être sur la fidélité à l'ESPI, et on va donner la parole à son créateur tout de suite, Étienne Le Sidaner. Vous avez, vous aussi, vous êtes toujours là, vous êtes un personnage incontournable, vous avez créé l'école dans quelles circonstances? Racontez-nous. Il y a 40 ans, donc il était nécessaire de mettre les rétrofusées et de faire un bond en arrière. Donc on était en 1972, 4 ans après les événements de mai 68, dans une période où on était dans les 30 glorieuses du point de vue économique. Il y avait un besoin énorme de connaissances dans les métiers qu'on pratiquait, dans la construction, dans la gestion. Donc c'est un besoin qu'on a ressenti et l'opportunité a fait que j'ai créé cette école avec quelques amis à l'époque et vous voyez le résultat aujourd'hui. Donc je suis très 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 heureux. Et quels étaient vos moyens et quels étaient vos élèves? Quel était le profil type de l'élève de l'ESPI à l'époque? Alors on n'avait aucun moyen.
Bon, mais par contre, si vous voulez, on est parti sur le contexte de l'association 1901, qui est un outil miraculeux, qui est un levier fantastique pour faire des choses importantes. Vous en avez la preuve aujourd'hui. L'opportunité d'un local qu'on a trouvé à l'époque au pied d'un tour Montparnasse, ça c'était notre métier. Le jeune homme qui est devant vous avait 40 ans à l'époque, 15 ans de professionnalisme déjà, même un peu plus. Et donc j'ai ressenti personnellement ce besoin, puisqu'on ne trouvait pas de gens compétents autour de nous pour assurer les promotions ou les différentes opérations que l'on faisait à l'époque. Donc on s'est lancé avec très peu de moyens, un local, des chaises, des professeurs, et c'est parti ainsi avec beaucoup de tribulations. Et chaque année, il y a eu un plus pour arriver à ce que Christian Victor a réussi à faire aujourd'hui. Et il y a 40 ans, la profession avait un grand besoin de se structurer. La profession, bien sûr, elle était très mal structurée. On avait à peine inventé la loi Gay à l'époque. Il y avait surtout, il n'y avait pas de gens compétents dans le domaine de la construction, à part les métiers du juridique, à part les métiers des techniciens du bâtiment. Donc il manquait de gens capables de faire la coordination de tous ces métiers qui sont très divers et que vous apprenez ici aujourd'hui. Donc ça s'est fait ainsi, tout simplement, avec très modestement au départ, puisqu'on est parti avec la première année, je crois, 30-35 élèves, sur des chaises branlantes, disons-le, et ça a été très sympathique. Chaque année, ensuite il y a eu la deuxième année, et puis ça a augmenté. On est parti avec un corps professoral. Il y a encore parmi nous des gens qui ont connu ces premières temps, et ce qui est formidable, c'est de voir qu'aujourd'hui les dirigeants de l'école sont d'anciens élèves. Est-ce qu'il y a un ou des élèves qui vous ont marqué en particulier durant ces années? Oh, il y en a beaucoup. On a eu quelques élèves assez brillants, quelques trop brillants. C'est-à-dire, on peut donner des noms? Oui, par exemple, qui est bien connu aujourd'hui, c'était le fils de mon directeur, Christophe de Chavannes, qui a travaillé avec moi, qui a été élève à l'ESPI. Il y en a eu beaucoup d'autres. Donc l'animateur de télévision est passé par ici? Absolument, pendant un an. Il n'a pas été particulièrement un bon élève. Certains de ses camarades qui étaient avec lui, nous en parlerons. Mais bon, il a été en tout cas très sympathique. Et il en garde un excellent souvenir parce qu'il m'en parle souvent. Alors comment aujourd'hui on recrute des élèves? Qui sont-ils 40 ans plus tard? Dites-nous, monsieur. Alors c'est un parcours de recrutement assez, on va dire, fléché, dans la mesure où les candidatures qui nous parviennent sont réceptionnées et accompagnées tout au niveau du recrutement par nos responsables pédagogiques. Il y a un vrai travail individualisé qui se fait avec l'étudiant, le futur étudiant, pour comprendre quel est son projet. Est-ce que ce projet est en cohérence avec le modèle, l'esprit pédagogique de l'école, et s'assurer bien sûr qu'il a le niveau de plus en plus, si je peux dire, en rapport avec cette exigence de qualité qu'on a entendu tout à l'heure, qui est essentielle. C'est un accompagnement. Ce qui est essentiel, c'est le projet, c'est bien sûr le niveau de l'étudiant, mais ce sont aussi les valeurs. Et quelles en particulier? Les valeurs de l'entreprise, les valeurs de solidarité, les valeurs d'esprit d'équipe, les valeurs d'adaptabilité, d'adaptation, de rigueur, d'exigence, de réactivité, toutes ces valeurs qui font que ces jeunes gens demain, et aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, puisque le monde de l'immobilier est ici avec nous, parviennent à s'intégrer dans le monde, dans une entreprise et dans les métiers qui leur plaisent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école forme des professionnels qui répondent particulièrement aux besoins des entreprises. Absolument, mais je crois que vous avez autour de vous des grands professionnels comme M. Daucher qui peuvent tout à fait en parler au travers de cette fidélité que vous évoquez vis-à-vis des jeunes. Alors, dites-nous. Alors, bon, effectivement, en tant qu'ancien élève, j'étais de la promotion de Christophe de Chavannes, donc, qui est resté un ami, par ailleurs, mais c'est vrai qu'il était rentré dans ce métier, mais plus par son père. Et au-delà de ça, c'est pas quelque chose qui l'avait fondamentalement séduit. Bon, ça a créé quand même tout un salon de chefs d'entreprise, ou effectivement de professionnels de l'immobilier, puisqu'on s'aperçoit que 40 ans plus tard, ceux qui vont prendre leur retraite sont ceux qui, aujourd'hui, ont commencé à l'ESPI. Donc, on voit qu'aujourd'hui, sur les 3700 élèves qui sont sortis de l'ESPI, eh bien, on a cette chance immense d'avoir des professionnels dans tous les métiers de l'immobilier, parce que les métiers de l'immobilier sont nombreux, et en même temps, dans toutes les grandes entreprises. Donc, c'est vrai que l'ESPI s'est fait et se fera
grâce aux élèves, parce qu'il faut être fier de l'école qu'on a fait, et que de ce fait, l'ESPI est reconnu par l'ensemble des professionnels qui aujourd'hui sont à différents postes dans différentes entreprises. Vous pouvez nous parler également de l'association des anciens élèves, parce qu'elle a un rôle important, pivot. Oui, effectivement, de suivre une formation initiale qui vous amène à un métier, c'est très important. Au-delà de ça, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il est nécessaire de pouvoir, au travers de cette association, de continuer de pouvoir se rencontrer, se voir, échanger par nos métiers, et donc ne pas laisser effectivement les anciens élèves dans leur activité, mais au contraire pouvoir continuer de se voir. On a passé sur les bancs de l'école de très bons moments, donc il est nécessaire de continuer de garder cette amitié, parce que cette amitié elle est nécessaire demain dans la vie active, au travers de tous les métiers. Et si on cherche à promouvoir son entreprise ou essayer de trouver d'autres postes, il est nécessaire automatiquement de se dire est-ce qu'il n'y a pas un ancien de l'ESPI qui se trouve dans telle société et qui va m'accompagner, m'aider à trouver mon chemin. C'est comme ça que ça fonctionne, monsieur le directeur? Je voulais juste rebondir sur ce que disait monsieur Daucher. Monsieur Daucher est un ancien de l'ESPI. C'est quelqu'un qui a un attachement très fort à cette école. La fidélité, on la retrouve au travers de grands professionnels comme Jérôme, qui tous les ans recrutent, prennent les jeunes en stage, les accompagnent et font vivre cette chaîne de la formation, de la compétence. On la retrouve avec justement... Voilà, monsieur Boisier. Alors, votre témoignage, vous aussi, hein, vous êtes passé par ici, mais peut-être de l'autre côté, parmi le corps enseignant, c'est ça? Je suis content ce soir parce que ce soir je n'ai que 24 ans. Une soirée qui fait des 40 ans, c'est bien, mais ma collaboration à l'école remonte à 24 ans. Je suis devenu prof un peu par hasard. En cours d'année, un prof qui s'est malheureusement fait virer, on peut le dire, et on m'a sollicité en me disant est-ce que ça t'intéresserait de donner un cours de gestion des immeubles? C'était mon truc, et alors à l'époque, ça a bien changé depuis, mais je faisais un peu jeune pour mon âge, je cherchais à le vieillir, alors j'avais pensé de laisser pousser la barbe, c'est peut-être pas forcément terrible, et j'ai trouvé que le fait d'être propre dans son métier, ça posait un petit peu, et bon, après j'ai vite arrêté parce que j'ai atteint l'âge que j'espérais avoir. Cela dit, je suis resté dans l'école après avoir assouvi le fantasme de l'interro-surprise. On l'assouvit très rapidement, les profs le savent, la première fois on trouve ça super, et puis après il faut corriger les copies, donc on arrête direct. On se limite au strict nécessaire des devoirs qui sont à faire. Des devoirs pour les étudiants, c'est bien plus compliqué pour les profs que pour les élèves. Enfin bref. Et je suis resté, on m'a sollicité pour entrer au conseil d'administration, et puis je me suis incrusté. Aujourd'hui je suis vice-président de l'école, et je m'y trouve bien. La fidélité, c'est ça aussi. Alors, est-ce que cette expérience d'enseignant vous a servi par la suite, pour la suite de vos activités professionnelles? Oui, déjà qu'il ne faut pas aller trop rapide, l'histoire de l'interro-surprise, j'ai compris. Et puis ça m'a donné la possibilité de m'intégrer dans le monde de l'éducation et de pouvoir trouver un vivier de jeunes collaborateurs. J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que je trouvais que les étudiants de l'ESPI ou les jeunes diplômés de l'ESPI étaient des polytechniciens d'immobilier. Et je précise, comme à chaque fois, polytechniciens au sens étymologique ou littéral du terme, et non pas des polytechniciens au sens de l'école. Et je m'en félicite, excusez-moi, pour ceux qui sont polytechniciens diplômés dans la salle. L'avantage de l'ESPI, c'est qu'il forme à toutes les disciplines qui touchent à nos métiers. Et quand on sort de l'ESPI, on est prêt à apprendre le métier. La grande différence, on en parlait tout à l'heure avec le président, c'est la présence de professionnels, hein, des experts, parce que vous êtes tous des experts dans vos domaines, hein, M. Pétanassi. Alors, ce qui est d'autant plus frappant, c'est lorsque, avec certains anciens qui sont présents dans la salle, nous animons de concert les soutenances de mémoire, tant de premier cycle que de second cycle. La réaction quasi unanime des anciens est de dire à l'issue des soutenances, mais on est impressionné parce qu'à notre époque, on n'aurait certainement pas été capable de réaliser un travail d'une telle qualité. Alors, ils se mésestiment, ils et elles se mésestiment, mais c'est souvent ce qui ressort des travaux que réalisent les étudiants sur une année, voire lorsqu'ils passent en second cycle sur plusieurs années. Et ça, c'est vraiment un leitmotiv qui revient. Donc ça prouve qu'il y a un travail de fond qui paye. Monsieur Boulet. Oui, ce que je veux dire, c'est l'ESPI, le groupe ESPI, c'est le premier corps professoral immobilier de France. 270 professionnels de haut niveau, faites le compte, 170 en France,
170 à Paris, pardon, plus de 50 à Nantes. On en a une bonne cinquantaine sur Marseille, sans parler de ceux, bien sûr, que nous trouvons autour. Donc c'est vraiment un corps professoral de très haut niveau, de grande qualité. Monsieur Daucher, un mot peut-être sur les étudiants, vous qui êtes un chef d'entreprise. Quand on recrute un étudiant qui sort de l'ESPI, est-ce qu'on est confiant? Bien sûr, je ne vais pas dire le contraire étant ancien élève de l'ESPI. Mais au-delà de ça, c'est vrai que, et je pense que les étudiants ne s'en rendent peut-être pas assez compte en suivant leur cursus, mais ils ont la chance immense de pouvoir se dire que quand ils vont sortir après un bachelor ou un master, eh bien, par rapport à d'autres métiers, ils auront un métier entre les mains et pourront l'exercer dès le premier jour. Parce qu'il y a des métiers qui s'apprennent plus en étant en activité, alors que celui-ci, au travers des études qui sont données justement par des professeurs qui sont des professionnels, eh bien, ils arrivent directement sur le marché du travail avec vraiment entre les mains de quoi réaliser leur métier. Donc ça, c'est très important. Et du coup, dans les collaborateurs qu'on peut avoir, eh bien, bon, bien sûr, il y a un temps d'adaptation dans l'entreprise, il y a un temps d'adaptation par rapport au poste, mais au-delà de ça, ils ont déjà la capacité de pouvoir tenir leur poste. Et ça, c'est très important. Et ils sont en mesure de créer leur propre entreprise dès la sortie de l'école. Voilà, c'est aussi la chance dans ce métier, dans ces métiers de l'immobilier, de pouvoir se dire, parce qu'il y en a qui veulent avoir la sécurité d'une certaine façon au départ, ou d'autres qui ont envie d'entreprendre. Et je pense qu'effectivement, il y a des exemples parmi eux qui ont montré qu'à la sortie de l'école, ou même pendant les dernières années, eh bien, ils vont être entrepreneurs. Et c'est aussi la chance. Aujourd'hui, on a besoin d'entrepreneurs, on a besoin effectivement de jeunes qui rentrent sur le marché du travail, mais en même temps en ayant des objectifs, des idées et qui n'ont pas peur de travailler. Merci. Monsieur Loisier, une réaction et ensuite un dernier tour de table. Un des avantages de l'école aussi est la participation des professionnels à l'établissement des programmes de l'école. Le conseil d'orientation pédagogique fait appel aux professionnels pour permettre de connaître leurs attentes dans la formation des étudiants qui sont leurs futurs salariés. Et l'école tient compte des demandes qui sont formulées en adaptant les programmes ou même en créant carrément de nouvelles filières ou de nouvelles matières dans le cursus de l'école. Un mot pour conclure, un mot chacun. Je vais commencer par Étienne de Sidaner. Monsieur de Sidaner, est-ce que vous êtes surpris 40 ans plus tard par le succès du groupe maintenant? Pas du tout, c'était prévu. Tout était écrit, vous l'aviez imaginé comme ça? Alors, ce que je voulais dire surtout simplement à tous les jeunes gens, les jeunes filles et les jeunes gens qui font partie des élèves de cette école, qu'ils ont beaucoup de chance de faire cette école parce que c'est un métier fantastique. C'est un métier plein d'ouverture, il y a beaucoup d'avenir et jusqu'à présent, en 40 ans, j'ai vu très peu de gens qui ne s'étaient pas immédiatement placés et qui n'avaient pas réussi dans ce métier étant sortis de lycée. Monsieur Pakarinski, votre conclusion? Oui, à travers la vision pratique de l'école, maintenant à nous d'aborder les virages de demain, et notamment le virage du verdissement immobilier, parce que ça va très vite. On sensibilise les étudiants et il faudra d'autant mieux les sensibiliser dès demain à la profusion des textes et à l'application sur le terrain. Oui, c'est vraiment le grand défi de la décennie à venir. Votre conclusion, M. Boucher? Je pense que pour tous ceux qui vont sortir et ceux qui sont étudiants, soyez fiers de votre école, soyez fiers de l'ESPI, parce que au travers de votre vie professionnelle, de toutes les façons, vous serez reconnus. Et je pense qu'au travers, justement, de tout votre parcours professionnel, soyez là et fiers de l'autre. Merci. Xavier Boulet, directeur de l'ESPI. Ce que vient de dire Jérôme est très important. La fierté d'être espien, d'être un étudiant ou une ancienne école, c'est fondamental. Nous disons au quotidien à nos étudiants. Alors l'ESPI, c'est quoi? L'ESPI, c'est d'abord une école nationale et internationale. Deuxièmement, c'est une ambition. L'ambition d'être la grande école nationale d'application des métiers de l'immobilier. Troisièmement, c'est une ambition qui se décline en 4 points. Le premier point, c'est une compétence. Je vous l'ai dit, 270 professionnels de haut niveau, mais aussi des entreprises qui font confiance à notre école, à notre groupe. Donc c'est une compétence reconnue. Deuxièmement, une exigence. C'est l'exigence que nous avons à 360 degrés, qui nous est renvoyée par nos professeurs, qui nous est renvoyée par nos étudiants et qui nous est renvoyée par les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Et puis troisièmement, je dirais que c'est ce qu'a dit M. Loisier,
C'est une direction pédagogique très organisée, avec un conseil d'orientation pédagogique, piloté par Paul-André Pelou, mais aussi par une direction pédagogique qui est le second organe, composé des responsables scientifiques. Ivan en fait partie, nous avons 5 à 6 responsables scientifiques, du président du conseil d'orientation pédagogique et des directeurs des écoles. Tout ceci amène à la réussite de l'ESPI. Et pour finir, ce sont bien sûr, parce que nous sommes des hommes d'entreprise, des hommes et des femmes d'entreprise, des produits, des services adaptés au monde de l'entreprise pour lequel nous travaillons. Merci beaucoup. Et enfin, la conclusion avec vous, Philippe Loiselet. Je vais peur un instant que tu me prennes ce que j'avais envie de dire. Non, je voudrais m'adresser simplement aux étudiants pour leur dire qu'ils ont fait des bons choix. Le premier bon choix, c'est d'avoir choisi l'immobilier. C'est un métier plein d'avenir. Jusqu'à présent, on peut dire que 100% des étudiants diplômés de l'ESPI ont trouvé du travail très rapidement, donc il n'y a pas de raison que vous soyez différents. Le deuxième bon choix, c'est d'avoir choisi l'ESPI. Et puis, pour un tout petit nombre d'entre vous, ceux qui choisiront l'Ouest des Grands, ils feront aussi un très très bon choix. Eh bien, merci à tous les 5 pour vos témoignages. Merci beaucoup pour venir applaudir. Merci infiniment. Merci beaucoup. Nous allons maintenant évoquer le contexte et surtout essayer de nous projeter, de regarder vers l'avenir après 40 ans de succès. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On va tout de suite accueillir Éric Leboucher, qui est directeur de la rédaction du magazine économique Enjeux, les Échos, pour un point particulier sur le contexte européen et mondial. Monsieur, c'est à vous. Bonsoir à tous. Christian Louis Victor a dit que les professeurs de l'ESPI avaient tous les pieds dans la glaise. Ils ne sont pas les seuls, on a tous les pieds dans la glaise. Et en fait, on a de la glaise, pas jusqu'aux pieds, mais sûrement jusqu'à la poitrine au moins. Mudding through, c'est l'expression des marchés financiers pour dire comment on avance, c'est-à-dire au bateau. En termes militaires, mais je sais pas ça s'appelle trapéter. On patauge vraiment d'un monde à l'autre. Plus exactement, c'est le commun de l'évolution au monde, c'est on change de nature. Enfin, je voudrais vous faire partager ce soir, c'est simplement que rien ne restera, sera adapté à des conditions extrêmement nouvelles. La meilleure comparaison, c'est de dire qu'on passe de la physique, avec des lois assez simples et certainement bien connues de vous qui construisez des murs, les lois de la gravité, à des lois de la biologie, où le monde s'auto-organise lui-même. Ce n'est pas activité d'en haut. Et donc on passe dans un univers extrêmement difficile à prévoir, extrêmement sur le pronostic est très compliqué. La vision, vous me demandez d'avoir une vision sur le monde qui vient, c'est celle d'un monde qui va bouger en permanence. Et tout à l'heure, un professeur a dit qu'il vous apprenait à vous adapter. Je crois que vraiment c'est une qualité qu'il faut nourrir et qu'il faut cultiver. L'adaptabilité, la souplesse, l'empirisme sont des vertus de demain, contrairement aux vertus d'hier, d'adapter la physique avec la connaissance, top-down, etc. C'est vraiment cet univers-là, il faut vraiment vous mettre ça, vous, étudiants, dans la tête. Nous abordons des mondes mouvants, et qui le seront toujours, des mondes avec des crises permanentes. On ne sortira plus des crises. Il faut bien se rendre compte, on vivra tout le temps dans la crise. Il faut vraiment s'adapter à un monde en crise. D'une certaine façon, comme vous êtes un peu matheux aussi, je dis souvent on passe d'un monde stable, on dérive le monde comme on dérive une fonction en maths. Et on passe à la dérivée, donc on passe à la vitesse. Et ceux qui marchent, c'est ceux qui passent à la dérivée double, c'est-à-dire à l'accélération, donc à l'adaptation permanente. C'est ça qu'il faut avoir dans l'esprit, et si je peux vous glisser ça à la fin de vos scolarités, ce sera, j'espère, pour moi,
très flatteur. Alors, muddling through, encore une fois, c'est le terme anglais utilisé par le marché financier, parce que le marché financier parle anglais, vous le savez. Muddling through, c'est en même temps très positif, si je puis dire, parce que c'est quand même through, on y arrive un peu, on avance. On patauge, mais on avance. Et c'est vrai que si on se reporte à cette crise qui maintenant a 5 ans, on a avancé, on a évité le pire. Le pire, c'est les années 30, avec l'immense grande dépression. On l'a tous vu dans la histoire, qui a conduit ensuite au fascisme et aux guerres. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait totalement évité tous les risques. Mais en gros, quand même, on a évité l'immense dépression et on est rentré dans une récession qui risque de durer, mais qui est, si je puis dire, moins grave. Pourquoi? Maintenant, la lecture de la crise est à peu près établie. Il y a 3 raisons. Le premier, c'est un immense déséquilibre du mode de croissance d'avant. Il était fait sur un déséquilibre nord-sud. C'était les capitaux du sud qui allaient vers le nord. C'est les capitaux chinois qui permettaient à la consommation américaine des Américains de se nourrir. C'est quand même totalement hors de sens. Normalement, les pays riches qui investissent dans le pays du sud, et pas l'inverse. C'était un déséquilibre qui montrait que ça ne pouvait pas durer. Le deuxième endettement, c'est l'endettement dans nos pays du Nord, où l'on a vécu soit par endettement du ménage, soit par endettement des États. En France, on connaît bien la question. Et donc, s'endetter, c'est quand même vivre au-dessus de ses moyens. Il y a un moment où ça s'arrête. Et ça s'est arrêté avec cette crise qui a pointé du doigt que l'endettement était devenu absolument excessif dès lors que les populations vieillissaient. On ne peut pas infiniment compter sur les plus jeunes pour nourrir des seniors de plus en plus nombreux. Donc à un moment, ça devait s'arrêter. Les marchés financiers n'ont pas eu tort de tirer les sonnettes d'alarme et de déclencher ce qu'ils ont déclenché. Donc le premier déséquilibre, c'est dans le mode de croissance, dans le mode de développement dans lequel nous étions, avec évidemment une correction forcément très longue. Angela Merkel a dit que l'Europe en avait encore pour 5 ans. C'est le genre d'horizon qu'il faut avoir en tête. En effet, corriger le mode de croissance, ça prend forcément du temps. Et parfois, ça dure très longtemps. Regardez le Japon qui n'est pas vraiment, commence à y arriver, mais qui n'est pas vraiment arrivé. Et le mode de croissance dans lequel nous entrons, c'est un mode de croissance moins basé sur l'endettement, donc qui plaira à certains, qui est plus frugal, qui est plus exigeant, qui est plus équilibré, qui est peut-être sans mauvaise graisse. Et donc, en même temps, qui va être, je l'ai dit sur le mot exigence, qui va offrir aussi beaucoup de changements. Et les changements, c'est ceux qu'on n'a pas vus avec la mondialisation, que l'endettement avait un peu camouflé. Quand on s'endette, ça va, on a l'impression d'être riche, donc on ne regarde pas ces problèmes. C'est ceux portés par la mondialisation. C'est ceux portés par l'immense basculement du monde vers l'Asie. D'une part. Mais derrière ça, il y a l'événement le plus considérable, c'est la déconstruction des filières de production. Avant, un constructeur comme Renault faisait 100% de sa voiture, bon, 60% si j'enlève le pneu des pare-brises, et aujourd'hui, il en fait plus que 20%, ou à peine. Donc, et il sous-traite. Et chaque unité sous-traitée est mise là où ça rapporte le plus, où ça produit le plus, où c'est le plus efficient, c'est pas forcément à son devine, pas forcément à lui-même. Donc, cette déconstruction de la grande industrie a eu des conséquences absolument considérables sur le mode de travail, bien sûr, mais aussi, j'y viens, sur le mode d'organisation sociale. Donc, le grand déséquilibre mondial sur le mode de croissance, le grand basculement vers l'Asie et la mondialisation, avec ce qui arrive aujourd'hui, le deuxième élément de cette
course à l'innovation. Je crois que ça, vous l'avez tous compris, et vous avez appris que l'innovation est absolument fondamentale dans tous les métiers. Je suis presque persuadé que ça va plus loin qu'on le croit. C'est-à-dire qu'on est entré aujourd'hui dans un monde de la connaissance et les outils qu'on a tous dans la poche nous apportent vite une connaissance en temps réel de tout. C'est le début, ce n'est que le début des changements. Le tout début. On va vers des outils qui nous aideront à être plus intelligents. Et donc, c'est terrible parce que ceux qui ne sauront pas maîtriser ces outils, vous verrez un peu le décalage, immédiatement le décalage entre ceux qui savent bien maîtriser les plus intelligents et les plus pauvres, laissés sans connaissance et sans intelligence, les inégalités sont très fortes. Donc, on rentre dans des périodes de compétition extraordinairement fortes sur l'innovation, et vous le savez, c'est une compétition qui est entre tout le monde, mais qui est évidemment entre la Russie, l'Asie, les pays développés, les pays en émergence, qui est loin d'être réglée quand on voit les efforts chinois en matière d'innovation. Les chiffres sont très frappants. Ils ont, par exemple, ils faisaient 0,9% de leur PIB en recherche-développement en 2000, ils font 2% aujourd'hui, et leur objectif c'est d'atteindre le niveau américain, 2,7% en 2020. L'Europe, ça ne fait que 1,8%. L'Europe est en train de se faire décaler ses innovations, ses recherches-développement. C'est évidemment un problème majeur. C'est le deuxième changement de nature du monde à équilibrer les modes de développement, résoudre les problèmes, affronter plus exactement les problèmes de l'utilisation. Et j'y viens avec cette déstructuration des chaînes industrielles, le modèle social doit lui aussi s'adapter à ça. Les fragilités d'hier ne sont plus les fragilités d'aujourd'hui. Et donc, on sent bien que tout ce qu'on appelle l'État-providence, qui pèse si lourd en France, 56% du PIB, doit complètement s'adapter à un monde, à ce monde que je décrivais biologique, mouvant, plus sinusoïdal, avec des crises permanentes. Nous avons quitté un social de la stabilité, qui offrait en retraite des ouvriers qui travaillaient dormis, à un monde où on doit offrir la retraite avec des gens qui travaillent avec des temps partiels, avec des métiers différents, avec des formations différentes. La répression complète qui n'a pas été même engagée, sur laquelle on manque encore beaucoup de, même simplement de littérature académique. Et l'éducation, l'innovation, en face de l'innovation, c'est l'éducation. L'éducation est centrale et pas simplement au début de toute sa vie. Je crois que vous êtes une partie générale qui devront, à l'évidence, avoir le souci, si on peut dire permanent, de formation permanente. Il faut rester éveillé sur les évolutions de métier, il faut rester en permanence éveillé sur l'innovation qui sera incessante. Et c'est que voilà, c'est un souci de tout savoir. Peut-être bien que vous repasserez à l'école ici dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, pour avoir une nouvelle formation sur technique ou autre. C'est dans cet esprit-là qu'il faut être. Alors, si j'en viens à des choses plus concrètes, plus économiques, comment voir un peu les années qui viennent. J'ai dit qu'il y aurait sans doute 5 ans de muddling through en Europe. Est-ce que quand même on voit se dégager les choses écoutez, l'année qui se termine aura commencé de façon très pessimiste, puisqu'on avait tous un peu l'impression de replonger dans la crise, et se termine de façon un tout petit peu plus optimiste, où on a l'impression quand même que le niveau de la boue est en train de régresser, de baisser. Donc c'est une perspective qui peut être magnifique, mais c'est une perspective de relatif bonne santé en tout cas pour 2013. Quand je dis ça, je vais nuancer tout de suite par continent, mais
on a évité de retomber dans la crise, dans le double dip, comme disent les économies, donc dans la récession. On l'a craint pourtant beaucoup à cause d'une raison hélas simple qui nous regarde, c'est à cause de l'Europe. L'Europe était incapable de prendre les décisions qui s'imposaient pour répondre aux différents problèmes qu'elle avait au quotidien. Et en plus, il y avait une sorte de toxique combinaison qui était les plans d'austérité, tous ensemble, des banques extrêmement fragilisées dans beaucoup de pays, dans l'ensemble en gros, et une incertitude totale des pouvoirs, une incapacité à trancher. Ça a été le cas en Europe tout le premier trimestre. Aux États-Unis, c'était déjà le cas, puisqu'ils étaient entrés en campagne électorale et on ne savait pas quelle en serait l'issue. Or, l'issue, elle est fondamentalement différente entre un Obama, démocrate, et républicain, entre un Obama qui est favorable à la dépense de l'État et des républicains qui voulaient couper à la hache dans les dépenses de l'État. C'est deux mondes totalement différents dans un univers très endetté. Et donc ça mettait une incertitude profonde sur l'avenir de la planète économique. Heureusement, on a réussi en Europe à prendre des décisions qui étaient vécues avec moi cet été, c'est-à-dire les décisions de la Banque Centrale Européenne qui ont été extrêmement neuves, qui ont dit on paye, et puis la décision d'Angela Merkel finalement, ça va à dire oui, on va sauver les Grecs, pas du tout son sentiment au départ. Et puis ensuite, ce sommet européen qui est décidé d'un certain nombre de choses, mais notamment, ça vous regarde de près, notamment de découpler l'endettement des banques et l'endettement des États par l'union bancaire, c'est-à-dire de faire une Europe des banques avec des sécurités dans les banques qui permettront d'avoir, j'espère, un univers banquier qui sera plus solide dans les 5 ans qui viennent et qui permettra de refinancer l'économie. Pour l'heure, c'est un vrai problème de cette fragilité des banques. Espérons que de ces décisions sortira des capacités de prêt à l'économie meilleures. Alors, aux États-Unis, l'économie, Obama a été réélu, c'est une certaine stabilité, je l'ai dit. On assiste quand même à un ralentissement, à l'évidence, parce qu'eux aussi vont tomber dans l'austérité. Et c'est important parce que l'impact sur l'Europe est fort, et donc l'économie américaine devrait, elle, ralentir, elle aussi, de 2 à 1,5% de croissance, ce qui est très faible aux États-Unis. Mais ça a été là, c'est-à-dire c'est assez positif. Pourquoi ? Par l'immobilier d'abord, c'est la première raison qui semble s'être stabilisée. J'ai vu que les prix avaient augmenté en 2012 de 5%, pas si mal, remonté avec le chiffre terrible, mais remonté de 5%, que l'année prochaine il devrait monter à nouveau de 3%, dit-on, et que la mise en chantier de nouveaux logements est repartie, qu'on arrive à un chiffre, en gros je simplifie, d'1 million de mise en chantier de nouveaux logements pour l'année qui vient, presque 1 million, sachant que le besoin naturel des États-Unis, la démographie qui croît, c'est 1,2 million. Donc on n'est pas si loin d'arriver à une normalisation du marché de l'immobilier aux États-Unis, ce qui est évidemment un facteur très positif, puisque c'était le subprime, ça vient quand même de la crise. Donc c'est un bon signal, je vais glisser au passage, pour la deuxième raison finalement de la stabilité américaine, c'est l'industrie. Ça aussi c'est intéressant, c'est qu'on commence à voir un retour de l'industrie aux États-Unis à cause des salaires qui ont monté très fortement au chiffre. Et donc on a aux États-Unis de véritables phénomènes de relocalisation. Le sauvetage du General Motors est très significatif. On refait des voitures aux États-Unis. On aimerait bien le faire en France, hein, on n'en est pas là du tout. Il y a là un message de vraie transformation
par rapport aux délocalisations dont je parlais sur la mondialisation, on a un certain retour du balancier. Et puis, le troisième, après l'immobilier et l'industrie, le troisième élément fondamental aux États-Unis, qui peut-être nous concernerait aussi un jour, c'est les gaz et le pétrole non conventionnels, dits gaz de schiste, pétrole de schiste, qui ont apporté une accélération considérable des créations d'emplois et une baisse absolument considérable des coûts de production aux États-Unis. Ce n'est pas fini. C'est tout le débat sur les dégâts que ça pose sur l'environnement, mais c'est certain que l'économie américaine a profité considérablement de cette découverte, avec des conséquences qu'on n'a pas encore vues, on le voit sur les productions, mais on pourrait, l'Agence internationale de l'énergie a calculé qu'en 2030, si on prolonge les cours comme elles sont, le gaz de schiste aux États-Unis et en Europe,